Les cahiers de l'avenir en commun, numéro 1. Démocratie et liberté, vite, la 6ème République. Les cahiers de l'avenir en commun permettent d'aborder le projet présidentiel porté par Jean-Luc Mélenchon à travers 4 thèmes successifs. Démocratie et liberté, vite, la 6ème République, la planification écologique, le progrès social et humain, et pour une France indépendante. La démocratie est un recul de notre pays. La dérive autoritaire d'Emmanuel Macron place la France parmi les pays européens les plus répressifs. L'ONU s'en inquiète. On doit y mettre fin. C'est au peuple français d'y mettre fin. La confiance est rompue entre les citoyens et les représentants qui les gouvernent. La souveraineté du peuple n'est plus respectée. Alors que le 29 mai 2005, une large majorité de Français a voté non au référendum sur le traité constitutionnel européen, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont violé cette décision. Emmanuel Macron est allé encore plus loin dans ce projet antidémocratique. La violence et la répression contre les oppositions sociales, écologiques, politiques sont devenues quotidiennes. Dans le même temps, la protection des privilégiés en violation de la vertu et parfois du droit s'étale sans retenue. Il est temps d'en finir avec ce régime de monarchie présidentielle. Nous voulons agir globalement à tous les niveaux, police, justice, haute fonction publique, monde des affaires. Participez au programme. Pour tourner cette page, nous vous proposons une méthode, adopter une nouvelle constitution et passer à la 6ème République. Le peuple doit revenir au pouvoir. L'Assemblée constituante est la solution pour réorganiser les pouvoirs et les contre-pouvoirs, définir de nouveaux droits aux citoyens, protéger et garantir nos libertés individuelles et collectives. Ce premier numéro des cahiers de l'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon, est un outil d'information et de discussion. Vous pouvez aussi participer à la consultation sur le programme en répondant au questionnaire à l'intérieur. Vous avez en main le premier numéro de la revue Les Cahiers de l'avenir en commun. Cette revue inaugure une nouvelle méthode de travail sur un programme pour une élection présidentielle. Nous faisons le pari de donner à chaque personne un moyen simple de participer à la discussion sur le contenu du programme que portera la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2022. Il y aura 4 publications de ce type d'ici à juin 2021, correspondant à 4 grands thèmes fondamentaux. Le premier thème est celui de la démocratie et la proposition fondamentale du programme L'Avenir en commun, fonder une nouvelle république, la 6ème République. Parallèlement à l'édition de cette revue, que vous trouverez dans les librairies, les maisons de la presse et autres points de vente, nous consacrons un espace au programme sur le site noussommepour.fr. Vous y trouverez notamment une page pour déposer en ligne votre contribution et pour répondre au questionnaire. Une équipe a été constituée pour traiter vos contributions et vos réponses. Pour nous, le programme est la question clé de l'élection à venir. La période que nous vivons exige d'annoncer avec sérieux ce que l'on devra faire pour garantir le grand changement d'orientation dont le pays a besoin. Et cela ne peut être un travail de dernière minute, ni un arrangement négocié à la va-vite entre partis politiques. Il faut du sérieux, une préparation minutieuse et éviter les imprécisions. L'échec de l'épisode du néolibéralisme dans le monde est désormais évident. Pour autant, cela ne signifie pas que chacun y voit clair sur ce qu'il faut faire. Nous y avons travaillé avec application. Le document que nous mettons en débat vient de loin. Il est déjà passé par 2 étapes en recueillant 4 millions de voix en 2012, puis 7 millions en 2017 aux élections présidentielles. Il a été constamment construit et actualisé dans le dialogue avec les associations et les syndicats, les intellectuels et les lanceurs d'alerte. Il vient donc de la société elle-même. Puis il a été présenté à l'Assemblée nationale sous forme de proposition de loi ou d'amendement au texte discuté, et aussi sous forme de proposition directive présentée au Parlement européen. Tout cela est un gage de crédibilité. Un processus public sérieux pour être prêt à gouverner. L'étape qui s'ouvre à présent va nous permettre de repasser au peigne fin de la discussion la plus large possible tout notre plan de travail. Des forums publics retransmis en direct sur Internet et des auditions publiques vont compléter ce dispositif. À l'automne 2021, nous publierons la synthèse générale de ce travail avant d'engager la phase finale de la campagne au premier trimestre 2022, conduisant au vote. Si le peuple le décide,
Il s'agit d'être prêt à gouverner le pays en toute maîtrise de l'action à mener. Et il faut un peuple prêt et déterminé quand le nouvel ordre des choses devra se mettre en œuvre. L'équipe de rédaction des cahiers de l'avenir en commun. Édito de Jean-Luc Mélenchon. Nous saurons faire, par Jean-Luc Mélenchon. Avec la contribution de la Ve République, l'élection présidentielle est devenue le moment décisif, quasi exclusif de la vie politique de notre pays, hélas. Une forme de monarchie présidentielle s'est installée, et sa culture s'est progressivement répandue, de haut en bas, dans tous les domaines de la vie des pouvoirs. Tout ramène, d'une façon ou d'une autre, à une seule personne, et tout semble être passé hors de contrôle du peuple. À commencer par la Constitution elle-même, puisqu'elle a été réformée 24 fois, dont seulement 3 par référendum populaire. Les raisons que nous avions de n'aimer guère ce régime du fait de sa nature peu démocratique se sont progressivement aggravées à la vue du spectacle de ce qu'il a rendu possible au fil du temps. Sans crier gare, la souveraineté populaire, d'abord confisquée par le monarque présidentiel, a pu être ensuite transférée à d'autres à bas bruit. D'un côté, l'Union européenne, qui a bénéficié d'intenses transferts de souveraineté que plus personne ne contrôle. 80% des règlements qui s'appliquent en France ont été validés sans débat par des votes bloqués dans les assemblées. Chaque année, la France paye une somme de plus en plus importante pour se faire dépouiller par ceux-là même qu'elle subventionne. Et elle reçoit toujours moins par rapport à ce qu'elle paye. Il était question de faire l'Europe sans défaire la France. C'est le contraire qui se passe. Ce n'est pas l'Europe que nous voulions. L'autre dissolvant dans la nation est la nouvelle phase de décentralisation qui ne cache même plus ses intentions séparatistes. Il est question de passer dorénavant à un droit à la différenciation, où les lois sociales et quelques autres ne seraient plus les mêmes à Lille et à Bordeaux. Pendant ce temps, le pays est inutilement invité à des débats absurdes sur le thème de son identité. Mais la France, bien réelle, celle du pouvoir du peuple, souverain, celle de l'industrie et des savoir-faire, de l'indépendance militaire et de l'autosuffisance agricole, est politiquement dissoute avec méthode par des institutions qui la charcutent sans état d'âme, et par une petite classe sociale et sa suite dorée de profiteurs qui se gavent sans honte au milieu de l'océan de misère qu'ils ont créé. Tout cela est bien connu du plus grand nombre dans notre pays, et pourtant rien ne semble vouloir changer. Depuis la réaction de Jacques Chirac en 2002, aucune élection présidentielle ne change plus rien. Tout un petit monde de la politique et de l'économie rabâche ces mots d'ordre absurdes, et tout va de mal en pis pour le grand nombre. Le pouvoir politique, les dirigeants économiques sont toujours plus éloignés de toute réalité vécue par le peuple, vécue par la terre qui pourrit, le ciel qui asphyxie, l'eau qui s'empoisonne, vécue par les animaux mutés en pauvres choses qui se vengent sans le savoir en disséminant de nouveaux virus de mort lente. Les puissants sont indifférents à la réalité vécue par tant et tant de gens pour qui, désormais vivre, c'est seulement s'occuper à survivre. L'expérience de l'âge et des choses vécues m'apprend qu'on ne doit point se fier aux apparences en France. Le pire est toujours capable de faire mieux. Qui aurait imaginé, en voyant ce jeune président défiler la nuit devant la pyramide du Louvre, que nous serions, moins de 3 ans plus tard, un peuple confiné à perpétuité, incapable de fabriquer des masques en tissu ni des vaccins au pays de Louis Pasteur, vivant en état d'urgence permanent, au milieu des manifestations nocturnes de policiers factieux. Qui aurait imaginé le régime autoritaire dans lequel nous vivons depuis ? Mais la France que nous aimons, que fait-elle ? Où est-elle ? Comment ramener le goût du futur ? Le chemin peut s'ouvrir si nous savons où nous voulons aller. Je m'y consacre avec toutes les équipes de députés et de militants qui se sont attelés à cette nouvelle campagne présidentielle. En commençant tôt, nous avons voulu avoir du temps pour convaincre et inviter chacun à y prendre sa part. En effet, la tâche est vaste. Il faut tout changer, tout. La manière de produire, d'échanger, de consommer, de manger, de boire. Tourner la page de ce qui est. On sait comment faire. Mais il faut bien commencer par un bout. Nous y voilà. Cette revue que vous avez dans les mains vous met à pied d'œuvre en commençant par le commencement, c'est-à-dire par l'organisation générale de notre
manière de prendre les décisions, de se donner les règles de vie commune. Nous autres Français, nous formons une nation très politique. Notre devise est un programme politique, liberté, égalité, fraternité. Nous ne savons pas vivre sans avoir des principes à prendre fermement par la main. Pour nous, souveraineté du peuple, indépendance nationale, égalité sociale, liberté de conscience sont une seule cause commune. Elle est notre ligne d'horizon dans l'histoire. Je sais bien qu'on trouve toujours des « c'est pas le moment » pour dire que ce n'est jamais la bonne priorité, jamais le bon sujet, et surtout que les histoires de constitution, c'est trop abstrait, trop juridique. Que sais-je encore? Je ne m'y arrête pas. Chaque chose viendra en son temps, au fil des mois. Et je n'ai pas d'impatience. Garde-toi, mon pays. Depuis 1958, la population rurale est devenue urbaine. Nous sommes 20 millions de plus. Filles et garçons sont allés massivement à l'école. Vague après vague, des centaines de milliers de déracinés sont venus vivre ici. Nous avons tant changé qu'on ne se reconnaît plus parfois. Cette nouvelle France est notre patrie républicaine commune. C'est à elle qu'il faut se dédier. C'est le moment de remettre tout à plat. C'est à cela que sert de faire une constitution, définir les règles de vie commune, dire qui décide et dans quelle forme. En refondant les règles, peuple français, tu vas refonder la France et ce sera la tienne davantage qu'avant. Tu vas te définir toi-même en disant quel droit tu te reconnais, à toi et aux autres. Puisque le problème, c'est l'état de notre démocratie, la solution, c'est la démocratie. Il est temps de concilier les institutions stables, un exécutif efficace, un parlement créateur, tout en donnant au peuple lui-même un pouvoir permanent de référendum, d'initiative législative et de révocation des élus. Si nous ne prenons pas cette tâche au sérieux, comment va-t-on pouvoir décider ensuite de toutes ces choses importantes et urgentes que nous voulons voir faire? Comme par exemple la règle verte, pour qu'on ne prenne pas à la terre davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Comment faire pour imposer enfin le juste partage de la richesse que le travail produit et en finir avec cette pauvreté qui vide de son sang notre peuple? Comment pourra-t-on arracher le pays aux servitudes de toutes sortes auxquelles il a été réduit? Je pense que nous avons la force de choisir un autre chemin que celui où notre peuple dépérit. Le pays contient les ressources nécessaires de qualification et d'envie de bien faire. Le moment est venu de comprendre combien les maîtres actuels ne sont forts que de notre faiblesse à leur tenir tête. Nous avons assez douté de nous, nous saurons faire. Jean-Luc Mélenchon. Sommaire. Réunir une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution. Focus. Pourquoi une assemblée constituante? Balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la caste. Une république permettant l'intervention populaire. Abolir la monarchie présidentielle. Une république garante des biens communs. La révolution citoyenne dans les médias. Répondez au premier questionnaire des cahiers. L'avenir en commun. Reconnaître la citoyenneté dans l'entreprise et des droits nouveaux aux salariés. Focus. S'intéresser aux propositions des autres programmes. Une nouvelle étape des libertés et de l'émancipation individuelle. Une république universelle. Une république laïque. Un temps de jeunesse au service de l'intérêt général et de la sûreté de la nation. Justice, police, sûreté, retour à la raison. La justice au nom du peuple. Focus, nouvelle garantie démocratique. Refonder une police républicaine. Focus, efficacité et proximité. Une politique antiterroriste rationnelle. Les Outre-mer, avant-poste de la République. Réunir une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution. Les institutions de la Ve République sont devenues dangereuses. Elles organisent l'irresponsabilité de dirigeants
et leur permettent de mettre en péril nos biens communs. Les citoyens sont écartés de la décision politique. La confiance est rompue entre le peuple et ses institutions représentatives. Nous avons pourtant le pouvoir de refonder nos institutions communes. Nous proposons que les Français se dotent d'une nouvelle constitution, rédigée par une assemblée constituante. Mesure clé. Convoquer une constituante pour passer à la 6ème République. Convoquer un référendum, article 11, pour engager le processus constituant, modalité de composition de l'Assemblée constituante, mode de scrutin, parité, tirage au sort et incompatibilité, modalité de la délibération, comité constituant et participation citoyenne. Aucun parlementaire des anciennes assemblées ne pourra siéger dans cette assemblée constituante. Les délégués à l'assemblée constituante ne pourront être candidats aux élections suivant l'entrée en vigueur de la Constitution. Le projet de Constitution proposé par l'Assemblée constituante sera soumis à référendum. Pourquoi une Assemblée constituante ? En France, ni la nation ni l'État ne sont possibles sans une Constitution qui en décrive les principes à l'œuvre et le mode de fonctionnement. En France, plus qu'ailleurs, la référence aux principes généraux et aux droits individuels est fondatrice. Dès lors, quand la vie de la cité est submergée par un niveau d'abstention, comme celui qui se note depuis plusieurs élections, c'est qu'un mal profond ronge le pays. L'abstention massive, le rejet de tout pouvoir institué, montre que notre peuple ne se reconnaît plus dans ses institutions politiques. Il ressent qu'elles fonctionnent contre ses droits, ses attentes ou même ses volontés. Avant qu'une explosion généralisée n'abatte tout, il est possible d'obtenir une remise à plat tout aussi générale mais pacifique, en remettant le compteur à zéro, en décidant de nouvelles règles, en écrivant une autre constitution. Mais comment faire ? Dans l'histoire, plusieurs méthodes ont été expérimentées. On peut agir de manière démocratique, en permettant au peuple de s'impliquer en profondeur dans le processus constituant. Alors, la nouvelle constitution est rédigée au terme de plusieurs mois de débats par des constituants élus ou tirés au sort avec ce seul mandat. On appelle cela une assemblée constituante. Ce scénario est celui que nous souhaitons mettre en œuvre. Un peu d'histoire. La France a vécu 4 grands épisodes d'assemblée constituante. En 1789, les révolutionnaires des États généraux se proclament Assemblée nationale constituante, dans un pays dirigé par la noblesse et l'Église. Avec la Révolution, est abolie la royauté et introduite notamment l'égalité devant la loi et l'impôt, l'administration publique indépendante et l'abolition des discriminations religieuses. En 1848, la Révolution renverse de nouveau les rois, revenus entre-temps. Une Assemblée nationale constituante, élue au suffrage universel masculin, fonde la Deuxième République et introduit une série de droits. Liberté de presse, liberté d'association, liberté de culte, abolition de l'esclavage, fin de la peine de mort pour crimes politiques. En 1871, après 18 ans de règne de Napoléon III, une assemblée établit la Troisième République. Le pouvoir va au Parlement. Le président est désormais élu par l'Assemblée, afin d'éviter les dictatures personnelles. En 1945, au lendemain de la Libération, le peuple français approuve par référendum l'élection d'une assemblée constituante. Après avoir rejeté le premier projet qui lui est soumis, il adopte la seconde proposition et entre en 4e République. Le Parlement y exerce la quasi-totalité des pouvoirs et cantonne le président à un rôle honorifique. Le régime actuel, celui de la 5e République, est critiqué depuis sa mise en place en 1958. Président tout-puissant, Parlement réduit à rien, intervention populaire impossible, inexistence des contre-pouvoirs, parrainage des candidatures à l'élection présidentielle réservée à certains élus. Autant de problèmes qui sont étroitement liés à son mode d'adoption en 1958, à la hâte et sous la menace d'un putsch militaire, au lieu de prendre le temps d'un débat national et de décisions réfléchies qui auraient permis de bâtir un régime équilibré et durable. La 5e République, le régime le plus long, depuis la monarchie absolue. Année, régime, mode de changement. 1610, monarchie absolue, régence.
1791, monarchie constitutionnelle, assemblée constituante. 1792, Première République, proclamation parlementaire. 1804, Empire, coup de force. 1814, monarchie absolue, abdication. 1915, Empire, coup de force. 1830, monarchie constitutionnelle, révolution. 1848, Deuxième République, assemblée constituante. 1852, Empire, coup d'État. 1870, Troisième République, invasion militaire, loi constituante. 1940, affrontement entre France libre et régime de Vichy, coup d'État. 1946, Quatrième République, assemblée constituante. 1958, Cinquième République, tentative de putsch. La constituante, un processus de refondation. De nombreux pays ont mis en place un processus de constituante au cours des siècles après des crises ou des épreuves nationales. Au lendemain des libérations du colonialisme, de nombreux pays fondent leur identité par le biais d'une assemblée constituante, afin de déterminer l'horizon commun de la nation. Des décennies plus tard, au XXIe siècle, l'aspiration des peuples à exercer leur souveraineté et à vivre en liberté individuelle et collective est intacte. Ainsi, dans le monde entier, les peuples réclament des changements institutionnels profonds pour renouveler la démocratie et répondre aux nouveaux enjeux. L'Islande a entamé un processus constituant en 2011, après l'effondrement du système bancaire et le refus populaire de rembourser la dette. 1000 personnes tirées au sort ont rédigé un cahier des charges, puis 15 individus ont été élus pour porter un projet constitutionnel approuvé par référendum. Ce projet implique une réforme électorale pour faire respecter le principe « une personne, une voix », des référendums d'initiative populaire, le contrôle populaire sur les ressources naturelles, l'accessibilité totale des documents publics et l'obligation de valider par référendum une future modification constitutionnelle. Auparavant, en Amérique latine, après la vague des dictatures et des transitions chaotiques, un temps de constituante se présentait aux divers peuples comme une issue positive et pacifique. Au Venezuela d'abord, puis en Équateur, des assemblées constituantes se sont réunies et leur tenue a déclenché une intense activité politique populaire. Elle a généré ces nations, parfois. Le résultat représente un changement complet dans l'histoire politique des pays concernés. Ainsi, quand la Bolivie a pris le chemin de la constituante en 2006, après une insurrection populaire, elle a débouché sur la création d'un État plurinational, qui instaure des quotas de parlementaires indiens, reconnaît l'autonomie des peuples natifs et leur propriété sur les ressources forestières, ou encore habilite les électeurs à déclencher des référendums sur des lois, les traités internationaux ou la Constitution. Plus près de nous, en 2011, le peuple tunisien élit une Assemblée nationale constituante. Constituée de 217 députés, elle met fin aux institutions dictatoriales précédentes. La nouvelle constitution a été adoptée à une quasi-unanimité, 2 ans après le début des travaux. Elle établit un État décentralisé, garantit la liberté des cultes et de conscience, protège les ressources naturelles du pays et promeut l'égalité homme-femme. Depuis 2 ans, une nouvelle vague de révolutions citoyennes déferle sur le monde. Très souvent, elles mettent à l'ordre du jour la convocation d'assemblées constituantes. Dès lors, il semble que ce soit une constante. Toutes les révolutions citoyennes, en gardant un caractère pacifique et démocratique, choisissent la méthode de la constituante pour faire aboutir leur projet de société. C'est cette méthode que nous proposons pour la France, dans le but de sortir de la situation d'impasse où la société sait qu'elle se trouve, sans parvenir à se faire entendre. Autour de nous, ce chemin reste le plus souvent emprunté. Et jusque dans la crise pandémique mondiale, c'est le cas du peuple chilien qui vivait encore sous la constitution mise en place par le dictateur Pinochet, qui a obtenu de haute lutte la convocation d'une assemblée constituante. Il s'est prononcé par référendum le 25 octobre 2020. Les élections pour désigner les députés constituants sont prévues le 21 avril 2021. L'idée travaille dans toutes les démocraties, autant que dans les régimes autoritaires. Aux États-Unis, le sénateur Bernie Sanders, qui a été 2 fois candidat à la primaire démocrate, et ses amis, défendent une refonte des institutions politiques, judiciaires et la reconnaissance de nouveaux droits fédéraux. En Espagne, Pablo Iglesias, leader du mouvement Podemos au pouvoir dans une coalition avec le Parti socialiste, propose de mettre fin à la monarchie et d'instituer un régime républicain.
Si le peuple français le décidait, l'Assemblée constituante ouvrirait une ère politique nouvelle pour le pays. Elle permettrait à notre peuple de redéfinir les droits qu'il se reconnaît et de se réunifier autour de grands principes communs. Ce serait un élément déclencheur pour les peuples du monde qui aspirent à une refondation démocratique. Changement d'ambiance, le jour s'est levé. Je poursuis. Comment désigner les membres de la Constituante ? La désignation de la Constituante pourrait combiner élection et tirage au sort. Le jour du scrutin, chaque citoyen pourrait choisir soit de voter pour des listes de candidats à la proportionnelle, soit d'exprimer sa préférence pour une désignation par tirage au sort. Si 20% optent pour le tirage au sort, 20% des sièges sont pourvus par tirage au sort. Les membres de la Constituante devront être à l'image du peuple. Aucun parlementaire présent ou passé ne pourra siéger au sein de l'Assemblée constituante. Les membres de la Constituante ne pourront pas se porter candidats aux fonctions politiques qu'ils auront instituées lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Constitutionnaliser de nouveaux droits. Inscrire dans la Constitution la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu'elle est en état de reconstituer. Protéger les biens communs, l'air, l'eau, l'alimentation, le vivant, la santé, l'énergie, la monnaie. Réaffirmer la vocation de la République française, être une nation universaliste qui défend la paix partout dans le monde. Référendum révocatoire. Référendum d'initiative citoyenne. Calendrier envisagé de la Constituante. 14 juillet 2022, le nouveau président de la République soumet à un référendum le projet de loi convoquant l'Assemblée constituante. Novembre 2022, journée de désignation des constituants. 1er janvier 2023, entrée en fonction de la constituante. 2023-2024, élaboration du projet constitutionnel par un dialogue permanent avec le peuple et ses représentants. Cahier de doléances, mécanisme d'interpellation citoyenne des membres de l'Assemblée constituante, forum citoyen, diffusion numérique de tous les échanges, etc. Fin 2024, texte constitutionnel soumis à un référendum. En cas de vote positif, la Constitution de la 6e République serait promulguée dans la foulée. En cas de vote négatif, nouveaux travaux de la Constituante. Balayer l'oligarchie. 2. Balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la caste. La collusion entre les intérêts privés, financiers ou industriels et l'oligarchie, qui s'est emparée de nos institutions, est devenue criante sous Emmanuel Macron. Une caste de privilégiés liés aux plus riches gangrène l'État. Nous voulons défaire ce système injuste, rappeler le principe fondamental de l'égalité entre tous, organiser la séparation de l'État et de la finance. Mesure clé, mettre en place un plan de séparation de l'argent et de l'État. Supprimer le monopole du déclenchement de poursuites judiciaires par la seule administration fiscale en cas de fraude, quelle qu'elle soit. La justice doit pouvoir enquêter librement, même contre l'avis du ministre. Interdire le pantouflage et durcir les règles contre les conflits d'intérêts. Tout haut fonctionnaire souhaitant travailler dans le privé devra démissionner de la fonction publique et rembourser le prix de sa formation s'il n'a pas servi au moins 10 ans. Allonger les périodes d'interdiction d'exercice dans une fonction privée après avoir exercé une activité publique dans le même secteur. Combattre l'influence des lobbies dans le débat parlementaire, interdire l'entrée du Parlement aux lobbyistes et leurs cadeaux aux parlementaires. Rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption. Appliquer les recommandations anticorruption d'Anticor et de Transparency International. Mettre fin au monopole de la parole des patrons par le MEDEF et fonder la représentativité des organisations patronales sur la base d'élections, comme c'est le cas pour le syndicat de salariés. Organiser l'élection des administrateurs de la sécurité sociale par les assurés eux-mêmes. 3. Une république permettant l'intervention populaire. Les citoyens ne doivent pas être tenus à l'écart de la vie publique en démocratie. C'est pourtant le cas aujourd'hui, avec une forte abstention aux élections. L'intervention citoyenne est le cœur de notre programme et de notre projet politique pour la France. Mesure clé, donner aux citoyens le pouvoir d'initiative de la loi ou de révoquer des élus. Par le référendum d'initiative citoyenne, les citoyens qui réunissent suffisamment de signatures ont le droit de révoquer les élus, proposer ou abroger une loi. Droit de vote à 16 ans, vote obligatoire, reconnaissance du vote blanc,
Obligation de recourir au référendum en cas de modification de la Constitution ou d'adoption d'un nouveau traité européen. Réduction à 3 échelons d'organisation des territoires, communes, départements, régions. Liberté d'association de communes. Rendre effectif le principe de non-cumul des mandats, y compris dans le temps. 4. Abolir la monarchie présidentielle. Le président de la République concentre beaucoup trop de pouvoir. Tout le pays est entraîné par sa seule volonté. Les députés deviennent plus des témoins que des acteurs de la décision politique. Il faut mettre fin à cette aberration qui a atteint son paroxysme sous la présidence de Macron. Mesure clé, instaurer un régime parlementaire stable. Rendre le gouvernement responsable devant le Parlement. Élection de l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel. Dans la rue. Le RIC demande démocratique des Gilets jaunes. Dès novembre 2018, un mouvement d'une ampleur inédite depuis des décennies a traduit la réalité sociale de notre pays. Difficulté à boucler les fins de mois, à payer des études Difficulté à boucler les fins de mois, à payer les études des enfants, à trouver un emploi correctement payé. Les Gilets jaunes ont mis au centre du débat la question du partage de la richesse et du travail. La mondialisation commerciale et la financiarisation de l'économie créaient des dégâts humains. Pourquoi un si petit nombre se gave quand tant d'autres galèrent? Parce que ceux qui se gavent ont le pouvoir. Telle est la réponse qui est venue de ce mouvement. C'est au peuple de décider. Le référendum d'initiative citoyenne, RIC, a été pensé par les Gilets jaunes comme un moyen de reprendre le pouvoir pour décider de nos vies. Jean-Luc Mélenchon a ainsi déposé une proposition de loi en décembre 2018 pour demander la création d'un RIC permettant de proposer ou d'abolir une loi, de révoquer des élus ou de proposer une modification constitutionnelle. 5. Une république garante des biens communs. La République doit prendre en compte l'impératif majeur de notre siècle, celui de l'articulation des sociétés humaines aux défis écologistes. La République du XXIe siècle est garante des biens communs et doit protéger celles et ceux qui les défendent. Mesure clé, instaurer la règle verte et protéger le vivant. Inscrire dans la Constitution le principe de la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu'elle est en état de reconstituer. Créer un organisme constitutionnel permanent pour la planification écologique. Empêcher le droit de propriété privée de prévaloir sur la protection de l'eau, l'air, l'alimentation, le vivant, la santé, l'énergie, la monnaie. 6. La révolution citoyenne dans les médias. L'information doit être libre et pluraliste. C'est une exigence démocratique que nous garantirons. L'argent et les monopoles ne peuvent dominer le monde de l'information. La révolution citoyenne concerne aussi notre droit à être informé honnêtement, sans que l'alignement politique et la soumission financière des médias nuisent au pluralisme et à la liberté d'expression. Mesure clé, adoption d'une loi anti-concentration dans les médias et démocratisation des médias. Protéger le secteur des intérêts financiers et politiques par un renforcement du statut juridique des rédactions et l'introduction d'une charte déontologique dans la convention collective. Réserver les aides publiques à la presse, aux médias d'information, mutualiser les outils de distribution, imprimerie, serveurs, distribution, élire au Parlement les présidents de France Télévisions et Radio France, favoriser les coopératives de journalistes et de lecteurs, spectateurs, auditeurs, attribuer des fréquences aux médias locaux et associatifs, transformer le conseil de déontologie des médias en véritable contre-pouvoir citoyen, assurer une protection des sources, interdire les sondages dans les jours précédant les élections en application de la loi adoptée à l'unanimité par le Sénat. Pour de nouveaux droits, pour un conseil de déontologie du journalisme en France. Près de 200 000 personnes ont signé en décembre 2017 une pétition lancée par Jean-Luc Mélenchon pour la création d'un conseil de déontologie du journalisme. Ce conseil devrait être composé de représentants des usagers des médias et de représentants des journalistes, y compris les indépendants et pigistes. Ainsi, les citoyens disposeraient d'un recours pour faire respecter leurs droits à une information qui ne sera plus soumise aux intérêts financiers. Alors, le questionnaire. Les questions qui suivent sont un moyen de prolonger l'histoire de l'avenir en commun. Nous nous proposons de le faire en commençant
par mieux connaître celles et ceux qui se reconnaissent dans ce projet ou s'y intéressent tout simplement, c'est-à-dire vous qui avez acheté ce cahier. Nous sollicitons aussi votre avis en nous demandant d'exprimer vos préférences sur les diverses manières concrètes de préciser les points clés de ce programme. Vous avez 3 façons de nous faire parvenir vos réponses à ce questionnaire, soit en le complétant en stylo et en nous envoyant les 4 feuillets à nous sommes pour le questionnaire 25 passage du bail 75010 Paris, soit en scannant le QR code en haut à droite de cette page et en le complétant en ligne, soit en vous rendant directement sur le site noussommepour.fr. Vous connaître. Je vais passer les questions, je vous laisserai aller en ligne pour remplir ça. Ça n'a pas bien d'intérêt de le faire en vidéo. 7. Reconnaître la citoyenneté dans les entreprises et des droits nouveaux aux salariés. La démocratie ne doit pas s'arrêter aux seules institutions. L'esprit démocratique doit régner également dans l'économie et nous ferons tout pour que les citoyens, maîtres dans la cité, soient reconnus comme des citoyens dans l'entreprise. Mesure clé, créer un droit de préemption pour reprendre leur entreprise sous la forme de coopérative. Accorder aux comités d'entreprise de nouveaux droits de contrôle sur les finances de leur entreprise. Instaurer pour les salariés le droit à un vote de défiance à l'égard des dirigeants d'entreprise ou des projets stratégiques. Renforcer le pouvoir d'intervention des salariés contre les licenciements économiques par un droit de veto suspensif des comités d'entreprise. Pour de nouveaux droits. Pour faire enfin entrer la démocratie dans l'entreprise. Lors du projet de loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, les députés insoumis ont défendu une autre vision de l'entreprise que celle libérale et individualiste qui prévaut. Ces entreprises doivent être définies comme des collectifs humains gérés conformément aux droits et intérêts des personnes qui y travaillent, mais aussi des sous-traitants et des usagers, tout en prenant en compte les conséquences de leur activité sur l'environnement. C'est pourquoi les nouveaux droits de reprise et de contrôle par les salariés sont une première étape vers l'émancipation collective face aux intérêts des actionnaires. Focus. S'intéresser aux propositions des autres programmes. Nous accordons une grande attention au travail des autres organisations, collectifs, des citoyens, soucieux de bâtir des propositions concrètes pour le pays. Même s'il existe aujourd'hui peu de propositions de programmes complets en vue de l'élection de 2022, nous avons identifié quelques plateformes venant du monde associatif ou de coordination citoyenne. Nous vous proposons dans chaque numéro des cahiers de l'avenir en commun un tour d'horizon des contributions programmatiques. Nous avons d'ailleurs installé un comparateur de programmes sur notre site internet afin d'assurer un suivi tout au long de la campagne présidentielle. Dans ce numéro, nous traitons les initiatives existantes qui ont fait des propositions sur les thèmes de la démocratie active, de l'égalité, de la justice et de la police. Les revendications des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, par son ampleur et sa durée, est l'un des événements politiques majeurs de ces dernières années. Selon des sondages successifs, leurs revendications ont suscité l'adhésion de la majorité du pays. Qualifiées par eux-mêmes de directives du peuple, elles ont été listées le 29 novembre 2018 à la suite d'une consultation en ligne à laquelle près de 30 000 personnes ont participé. Ces propositions coïncident à 95% avec celles de l'avenir en commun. Et surtout, pour l'essentiel à nos yeux, la fin de la monarchie présidentielle et l'institution du droit à un référendum d'initiative citoyenne. Les propositions des ordres du jour de la rencontre des justices. Les ordres du jour de la rencontre des justices constituent 30 propositions programmatiques à horizon 2030. La rencontre des justices a été lancée par un appel publié le 30 juillet 2020 et signé par 177 signataires. Leur objectif est d'unir le bloc des justices autour d'un programme commun impulsé par la société civile. Les convergences sont nombreuses entre l'avenir en commun et leurs propositions. Pour autant, des divergences s'observent aussi. Par exemple, le renvoi de la tenue d'une assemblée constituante à 2030, c'est-à-dire sans obligation pour le prochain mandat présidentiel. Ou encore le pouvoir supplémentaire accordé aux régions, là où nous privilégions le pouvoir communal. D'autre part, plusieurs points majeurs de l'avenir en commun sont absents de leurs propositions, peut-être sans que cela veuille dire désaccord. Mais nous devons y être attentifs, car il s'agit du droit de révocation des élus, du mode de scrutin proportionnel, de la démocratie sociale, mais aussi de la nécessité de combattre tous les communautarismes
et l'usage politique des religions, l'application de la loi 1905 dans les départements de la République où elle ne s'applique pas aujourd'hui, entre autres. Un désaccord non négligeable aussi concerne la généralisation du service civique. La rencontre des justices propose la mise en place de 400 000 services civiques rémunérés 1 000 €, c'est-à-dire sous le SMIC. L'avenir en commun propose un service citoyen obligatoire, rémunéré au SMIC, et dédié à des tâches d'utilité publique. Il n'en demeure pas moins que les points de convergence sont significatifs sur l'enjeu primordial de l'extension du champ de la démocratie. Les ordres du jour partagent nos propositions de référendum d'initiative citoyenne et de reconnaissance du vote blanc. C'est aussi le cas pour la refonte de la police et de la justice, désarmement progressif sauf pour les corps spéciaux d'intervention, remplacement de l'IGPN par un corps indépendant, lutte contre le contrôle au faciès, facilitation du dépôt de plainte pour les violences sexistes et sexuelles, fin du tour carcéral, renforcement des moyens de la justice, autonomie du parquet, protection des lanceurs d'alerte, lutte contre la corruption, délit col blanc, infractions environnementales. Nous notons également la même volonté de lutte contre les discriminations, faciliter les dépôts de plainte pour discrimination raciste, renforcer les tribunaux prud'homaux et l'inspection du travail sont des objectifs partagés. De même, pour l'état civil libre, déclaratif, gratuit, la lutte contre les féminicides, la formation dans l'administration aux questions de discrimination de genre, enfin, pour ce qui est d'empêcher la mainmise des millionnaires sur les médias et de renforcer la lutte contre les discours haineux dans les médias, nos propositions sont les mêmes. Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Le rapport de la Convention citoyenne avec ses 149 propositions est le révélateur du temps perdu par le président Macron. 3 ans d'inaction climatique et écologique. Le gouvernement a assuré ses arrières dès le début en proposant un objectif au rabais à la Convention. 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030, alors qu'il faudrait viser une réduction de 65% pour respecter l'accord de Paris signé par la France. Au niveau constitutionnel, là où les citoyens de la Convention voulait modifier le préambule et l'article 1 de la Constitution en consacrant l'importance de la préservation de l'environnement, l'Avenir en commun propose de constitutionnaliser la règle verte, ne plus prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle peut supporter. La Convention propose la création d'une haute autorité sur les limites planétaires. L'Avenir en commun partage cette exigence de la création d'un commissariat à la planification écologique. En définitive, nous convergeons au total sur 90% des propositions. Les plans du collectif Plus Jamais Ça. Le collectif Plus Jamais Ça est composé de 20 associations et syndicats parmi les plus importants du pays. Le regroupement a présenté 34 propositions pour répondre aux problèmes posés par la crise du Covid-19. Il ne s'agit donc pas pour ce collectif de proposer un changement de fond en comble de l'organisation du pays en vue de l'élection présidentielle. Nous notons que la contribution de Plus Jamais Ça converge quasi point pour point avec les propositions de l'Avenir en commun. Ainsi, quand il demande la fin de l'état d'urgence liberticide ou quand il défend l'idée d'une justice au nom du peuple, on y retrouve l'ambition de sortir du tout carcéral en privilégiant les peines alternatives à l'incarcération et en limitant fortement les audiences de comparution immédiate pour satisfaire les besoins sociaux, sanitaires, environnementaux. Il faut une politique s'appuyant sur les citoyens, une politique d'émancipation et non de répression, peut-on lire dans la conclusion. 8. Une nouvelle étape des libertés et de l'émancipation individuelle. Une constitution, c'est la garantie pour le peuple des droits et libertés qu'il se reconnaît lui-même. La 6ème République sera l'occasion de consacrer de nouveaux droits civils et collectifs, mais aussi individuels, pour une nouvelle étape de l'émancipation humaine. Mesure clé. Constitutionnaliser la non-marchandisation du corps humain et le droit fondamental de disposer de soi en toutes circonstances. Ajouter dans la Constitution le droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, le droit de mourir dans la dignité, y compris avec assistance, et l'accès garanti à des soins palliatifs. Autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil. Établir la filiation par reconnaissance comme principe par défaut. Rembourser la procréation médicalement assistée PMA pour toutes les femmes et refuser la gestation pour autrui, GPA. Faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant comme principe premier en toutes circonstances. 9. Une république universelle. L'universalité des droits n'est pas négociable en république. Tous les citoyens sont égaux. De ce principe en droit, il faut faire une réalité de fait. L'égalité en droit est, en fait,
doit progresser dans tous les domaines. Mesure clé, faire France de tout bois et combattre le patriarcat. Accorder la nationalité à tous les enfants nés en France, y compris dans les Outre-mer. Faciliter l'accès à la nationalité française pour les personnes légalement présentes sur le territoire. Carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Récépissé pour tout contrôle d'identité afin de lutter contre les discriminations et le contrôle aux faciès. Adopter une loi de lutte contre le sexisme. Imposer la parité entre les femmes et les hommes dans les institutions politiques, administratives, économiques, syndicales et associatives. Renforcer les moyens contre les violences faites aux femmes. Renforcer le planning familial, ouvrir l'adoption plénière à tous les couples mariés ou pacsés. 10. Une république laïque. La laïcité est le principe qui garantit la liberté de conscience, l'égalité entre tous les citoyens et rend ainsi possible notre vie commune. Nous devons la faire respecter et tenir aux principes très clairs énoncés par la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. La laïcité ne peut être confondue avec un athéisme d'État, ni prétendre organiser les religions. Elle ne doit jamais servir à montrer du doigt les croyants d'une religion. Mesure clé, garantir la liberté de conscience et l'application stricte de la laïcité. Interdire aux ministres et préfets d'assister à des cérémonies religieuses, refuser l'attribution du titre de chanoine de Latran au président de la République, combattre tous les communautarismes et l'usage politique des religions, refuser les financements publics d'édifices religieux, d'activités culturelles et d'établissements confessionnels. Abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Pour défendre la République, le président de la République ne doit pas piétiner la laïcité. Le 26 juin 2018, Emmanuel Macron s'est rendu à Rome pour recevoir le titre de chanoine de Latran, c'est-à-dire curé d'honneur du pape. Pourtant, Georges Pompidou, François Mitterrand ou François Hollande, avant lui, l'avaient refusé. Selon le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, la laïcité est un principe de concorde entre l'ensemble des citoyens, quelles que soient leurs opinions religieuses ou philosophiques, parce qu'elle met à distance l'État parce qu'elle met à distance de l'État les dogmes révélés. Elle permet la liberté de conscience. Parce qu'elle ne reconnaît pas les communautés religieuses, elle permet à la communauté des citoyens d'être la seule légitime en République et de donner à chacun une place égale et respectée dans la délibération citoyenne. En se comportant comme un monarque plutôt que comme un président, Emmanuel Macron abîme la République. 11. Un temps de jeunesse au service de l'intérêt général et de la sûreté de la nation. De nombreuses tâches nécessaires à l'intégrité de la nation ne sont plus assurées aujourd'hui, du point de vue de la sûreté, de la défense, de l'intégrité sociale et écologique de notre territoire. Ces préoccupations ne peuvent être abandonnées aux seuls marchands ou professionnels. La République existe dans l'accomplissement d'œuvres communes. Mesure clé, instaurer un service citoyen obligatoire et créer une garde civile nationale. Service citoyen obligatoire de 9 mois pour les femmes et les hommes de moins de 25 ans, rémunérés au SMIC. Il comprend une formation militaire initiale avec droit d'objection de conscience et des tâches d'utilité publique, secours aux personnes, sécurité civile, protection et réparation de l'environnement, appui à des associations labellisées d'intérêt général, appui à la population en cas de crise sanitaire. Ce service comportera un bilan de santé et une évaluation des capacités d'écriture, lecture et calcul, avec mise à niveau si nécessaire. Il comprend aussi une formation gratuite à la conduite et le passage de l'examen du permis de conduire. Créer une garde nationale sous commandement civil composée de la réserve de sécurité nationale, de la réserve de sécurité civile, de la réserve citoyenne et des jeunes en service citoyen, obligatoire ayant souhaité intégrer l'une de ces réserves. Justice, police, sûreté, retour à la raison. L'actualité récente a mis à nu un état de décomposition du fonctionnement de la police nationale et une grande perplexité à propos du fonctionnement de la justice. Aucune démocratie ne peut s'accommoder d'une telle situation. L'action politique ne peut se contenter de flatter les corporatismes, surtout dans les domaines où l'autonomisation des corps devient par la force de l'importance de leur mission un risque majeur d'arbitraire et d'abus de pouvoir. En caricaturant comme anti-flics et anti-juges ceux qui ont cherché à s'opposer à ces dérives, le pouvoir actuel a emprunté au vocabulaire et aux pratiques de l'extrême droite. Son discours et ses politiques contredisent l'aspiration des Français à une justice indépendante et à une police républicaine, débarrassée de ces éléments factieux et violents. C'est pourquoi notre revue a décidé d'entrer dans le détail de propositions concrètes.
Sans être exhaustives, ces propositions sont destinées à compléter une vision d'ensemble de la rénovation à opérer dans ces secteurs décisifs pour la démocratie républicaine. Les pages suivantes traitent de la justice, de la police et de la lutte antiterroriste. 12. La justice au nom du peuple. En République, la justice est rendue au nom du peuple, mais la justice n'a plus les moyens de ses missions. Elle a été laissée à l'abandon par les gouvernements successifs, les pressions sur elle se sont multipliées, les liaisons dangereuses aussi. Il faut des moyens humains et financiers pour qu'elle soit bien assurée, et dans les délais raisonnables. Mesures clés, planifier les moyens pour la justice. Amnistie des syndicalistes, gilets jaunes et militants associatifs ou écologistes condamnés du fait de leur lutte pour l'intérêt général, recruter des personnels pour désengorger les tribunaux, protéger le secret professionnel des avocats, inscrire dans la Constitution le droit à une défense, mettre fin au tout carcéral par des peines alternatives. Focus justice, nouvelle garantie démocratique. Dire « j'ai confiance dans la justice de mon pays » n'est plus une pensée suffisante compte tenu des dysfonctionnements croissants qui ont été observés. Il est temps de sortir de l'ambiguïté actuelle et de garantir vraiment une justice républicaine indépendante. C'est le sens des propositions qui suivent. Elles-mêmes se rattachent à un ensemble plus vaste de 63 propositions déposées dans les conclusions de la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice, installée à la demande du groupe parlementaire insoumis à l'Assemblée nationale. Modifier l'article 64 de la Constitution pour supprimer le rôle du président de la République comme garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Cette garantie serait assurée par le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, placé sous la présidence du garde des Sceaux, responsable devant le Parlement. Création d'une saisine du Conseil supérieur de la magistrature, CSM, par le président de la République, le ministre de la Justice, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, par 60 sénateurs ou 60 députés, visant à contrôler le fonctionnement de la justice. Le CSM peut, dans ce cadre, formuler des recommandations ou toute sanction disciplinaire qu'il jugera utile. La saisine ne peut cependant intervenir dans le cadre d'une affaire en cours. Instaurer une véritable cour constitutionnelle, préserver des influences politiciennes. Supprimer la catégorie de membres de droit du Conseil constitutionnel, réformer la procédure de nomination des membres du Conseil constitutionnel afin de le confier au pouvoir législatif en associant le Conseil supérieur de la magistrature. Consacrer un Conseil supérieur de la magistrature CSM rénové. Réformer la composition du CSM en permettant aux greffiers, avocats, notaires, huissiers, universitaires, représentants d'associations de lutte contre la pauvreté, contre la corruption et d'aide aux victimes des justiciables comme des personnes condamnées et aux citoyens jurés d'y accéder. Supprimer le pouvoir du ministre de la Justice de proposition des magistrats du parquet. Confier le pouvoir disciplinaire au Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice doit disposer de la possibilité de saisir le CSM sur des faits pouvant révéler du disciplinaire et dont il aurait eu la connaissance. Encadrer strictement les conditions de mobilité des magistrats affectés en administration centrale ou dans des cabinets ministériels. Réformer la procédure disciplinaire des magistrats du siège et du parquet afin de renforcer le débat contradictoire. Créer un Conseil supérieur de la magistrature administrative et transférer la mission de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP, au Conseil supérieur de la magistrature administrative. Clarifier le statut du parquet en consacrant son indépendance du pouvoir politique, mais pas son irresponsabilité. Supprimer la mention de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui place les magistrats du parquet premier sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les magistrats sont soumis à l'autorité de la loi, proposée à la fois par le gouvernement et les parlementaires, et votée définitivement par le pouvoir législatif. Le ministre de la Justice présentera un projet de loi de politique pénale qui sera débattu et voté par le Parlement. Cette loi aura vocation à évoluer dans le temps en suivant la procédure législative ordinaire, bien loin des actuelles circulaires de politique pénale issues du fait du prince. Supprimer les médailles et décorations décernées aux magistrats par l'exécutif, développer le recours à la collégialité et favoriser la mise en œuvre d'un travail véritablement collectif pour l'ensemble des fonctions de magistrats du siège et du parquet. Vouloir une magistrature ouverte sur la société. Renforcer les moyens publics des préparations que sont les instituts d'études judiciaires,
sur l'ensemble du territoire afin de démocratiser l'accès à l'École nationale de la magistrature. Mettre en place un groupe de travail visant à refondre les contenus des concours d'accès à la profession de magistrat. Interdire les relations de l'École nationale de la magistrature avec les instituts privés de la formation afin d'assurer l'égalité républicaine d'accès à la magistrature. Confier au Conseil supérieur de la magistrature une mission de surveillance des intérêts pour les fonctionnaires. L'institutionnalisation du jury populaire. Développer le recours au jury populaire pour certains délits. Associer les jurés tirés au sort et régulièrement retenus de chaque ressort de cour d'assises pour produire un document public sur le fonctionnement de la justice et ses moyens. L'avocat, auxiliaire indispensable du fonctionnement du service public de la justice. Inscrire dans la Constitution le droit pour tout citoyen à la défense, comme dans la Constitution italienne. Faire une réforme de l'aide juridictionnelle afin de permettre une rétribution conséquente des avocats. Faire une réforme visant à assurer la protection du secret professionnel des avocats. L'urgence à encadrer le développement numérique dans la justice. Encadrer strictement les legal tech et la justice prédictive. Obliger la consultation du Conseil supérieur de la magistrature et la présentation d'un rapport devant le Parlement pour tout développement des outils numériques de la justice. Plus d'informations sur le site noussomspour.fr. 13. Fonder une police républicaine. La République a besoin d'une justice, mais également d'une police qui lui soit loyale et attachée au principe de l'état de droit. La police doit agir pour la protection des libertés individuelles et collectives. Mesure clé, refonder la police pour garantir le droit à la sûreté. En finir avec la politique du chiffre et des primes aux résultats. Augmenter les effectifs de police nationale et de la gendarmerie, particulièrement les équipes en charge de la délinquance en col blanc. Intégrer au service public certaines fonctions de sécurité aujourd'hui privées, légaliser l'usage encadré du cannabis pour désencombrer la police, mettre en place des questionnaires de satisfaction des usagers, abroger les lois sécuritaires inefficaces et renforcer les logiques de prévention, interdire les tasers, grenades de désencerclement, flashballs et les LBD 40 pour favoriser la désescalade des affrontements, refonder l'IGPN, Inspection générale de la police nationale, pour la rendre impartiale dans le traitement des litiges, démanteler les BAC, brigades anticriminalité, et réhabiliter la police de proximité, titulariser et former les adjoints de sécurité qui le souhaitent, porter à 2 ans la formation des élèves gardiens de la paix, rénover et construire des commissariats de police de proximité. Focus police, efficacité et proximité. Une situation insupportable pour un État démocratique s'est instaurée à partir d'un ensemble de violences policières restées impunies ou de plaintes classées sans suite. Très récemment, la mort de la retraitée Zineb Redouane, du livreur Cédric Chouviat ou de l'animateur Steve Canisso, par exemple, ont montré l'état d'extrême déliquescence des organes de contrôle et d'enquête. Ils font soupçonner l'existence d'une loi du silence délictueuse dans les rangs de la police, attitude d'ailleurs dénoncée publiquement par plusieurs policiers. Des manifestations nocturnes non autorisées et les menaces et intimidations contre des élus, des juges, des sièges de médias ou de partis politiques devant une hiérarchie tétanisée et impuissante soulignent la gravité et le caractère factieux de la situation. Nous proposons la formation d'une commission d'enquête sur ces agissements de la police et une révision générale des situations laissées sans suite. Pour une relation saine et républicaine entre la police et la population. Refondation du code de déontologie des services de police à partir de la version de Pierre Jox, rétablissement des missions de 1986, supprimée par Manuel Valls en 2014, pour y réintégrer la mission de défense des libertés de la République et renforcement de la formation initiale des agents, voire plus bas. Lutter contre le contrôle au faciès. Application stricte de l'article 78.2 du Code de la procédure pénale sur le contrôle d'identité et la mise en place du récépissé de contrôle d'identité. Leur corollaire est l'obligation stricte du port du matricule de façon visible, sans dérogation possible. C'est la condition pour que la police agisse toujours de manière impartiale et égalitaire vis-à-vis de chaque citoyen. Cette proposition a déjà été mise en forme de proposition de loi relative à la mise en place d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité déposé dès décembre 2017 par le groupe des députés insoumis à l'Assemblée nationale. Démilitarisation des équipements de forces de sécurité, interdiction du LBD
grenade GED F4 remplacée par la GM2L et interdiction des outils de Technopolis, drones, reconnaissance faciale, capteurs, réformer les GPN, organes auxquels la population n'accorde plus aucun crédit, création d'une instance externe de contrôle des forces de police quand elles sont accusées de fautes graves, associant policiers, magistrats, services sociaux et éducatifs, enseignants-chercheurs et citoyens. Création d'une instance externe de contrôle de forces de police quand elles sont accusées de fautes graves, associant policiers, magistrats, services sociaux et éducatifs, enseignants-chercheurs et citoyens, afin de confronter les points de vue et les expériences en garantissant la défense de l'intérêt général. Donner des moyens d'action aux défenseurs des droits. Jacques Toubon a plaidé pour un renforcement du caractère contraignant de ces rappels et recommandations, pour un développement des outils de suivi et l'application de ces décisions. Pour la clarté et la dédramatisation de la situation, nous sommes contre l'appellation force de l'ordre, à laquelle nous préférons gardien de la paix. Limiter le contrôle des syndicats de police dont l'emprise est trop marquée sur le pouvoir politique. Dissoudre ceux qui auront encouragé les activités séditieuses, les groupes Facebook racistes et homophobes. Refondation de la doctrine du maintien de l'ordre pour favoriser la désescalade et la prévention des actes violents. Ainsi seront évités les drames de manifestants choqués, blessés, éborgnés, et des fonctionnaires épuisés, blessés, et ayant le sentiment d'être instrumentalisés par le pouvoir politique. Nous proposons également le démantèlement des brigades anti-criminalité BAC. Il limitera la spécification d'unités trop nombreuses pour les résultats obtenus et trop mises sous pression d'interventions intempestives par les pouvoirs politiques. Interdiction des techniques d'immobilisation létale, pliage ventral et plaquage ou décubitus ventral. Un meilleur choix des priorités pour une sécurité juste et efficace. La prévention suppose de renforcer les formations des professionnels, leur nombre parfois et leur déploiement sur l'ensemble du territoire, à commencer par la multiplication des cellules de veille mineures entre les différents types d'intervenants sur le terrain. Réhabilitation de la police de proximité, déployer les mêmes policiers sur les mêmes quartiers pour inscrire leur action dans la durée. Fidélisés sur un territoire à taille humaine, ils peuvent engager un dialogue avec la population. Une police de proximité se doit d'être acceptée et reconnue comme telle par la population, par le traitement quotidien des petits délits, coanimation avec les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD. Fin de la politique du chiffre et la suppression des primes aux résultats, notamment l'indemnité de responsabilité et de performance des commissaires, IRP, et les primes de résultats exceptionnels, PRE. Les montants seraient redistribués via une hausse des salaires de façon progressive aux différentes catégories d'agents. Cette façon de récompenser l'activité de la police conduit aux aberrations de commandement et à la concentration sur des activités et constats absurdes. Délits d'outrage en chaîne, contrôle obsessionnel de la consommation de cannabis, 56% des contacts directs sur le terrain. Revoir la formation des gardiens de la paix et augmenter les effectifs. Renforcer les moyens humains en qualité et en quantité. Rénover la formation, doubler sa durée, passage de 1 à 2 ans de la formation des élèves gardiens de la paix, et réouverture des écoles nationales de police. Il n'en reste que 10. Amélioration de son contenu, sociologie, formation à la lutte contre les discriminations, techniques de désescalade, éthique, relations avec les citoyens, formation à la gestion du conflit dans le cadre de la mise en œuvre d'un protocole de désescalade. Création d'un corps de police unifié. Le constat actuel est accablant. La concurrence entre la gendarmerie et la police ne s'est pas éteinte. Le rôle de la gendarmerie est sous-évalué. Par ailleurs, les tâches policières recourent de plus en plus aux polices municipales. Nous faisons la proposition d'unifier les forces de police actuelles dans un même corps constitué afin de refonder la sûreté de proximité et garantir une égale sécurité des biens et des personnes. Il s'agit de créer une garde républicaine citoyenne afin de mutualiser les différentes missions de la police dans un même corps. De proximité, judiciaire, aux frontières, mobile, d'intervention, de renseignement, etc. Ce corps sera unifié dans le cadre d'un même statut de la fonction publique civile. Certaines unités de la gendarmerie continueront à être militaires. Protection et défense des institutions de l'État et des sites sensibles, ainsi que les missions de prévôté, missions de police auprès des armées à l'étranger.
Cette force unique intégrera également la plupart des objectifs municipaux. Les gardes champêtres et agents de surveillance des voies publiques resteront gérés par les collectivités locales, afin de les affecter en priorité dans la police de proximité sur les territoires qu'ils connaissent. Elle intégrera la participation des contingents étoffés de jeunes du service citoyen obligatoire. 14. Une politique antiterroriste rationnelle. Le terrorisme a causé des pertes terribles sur notre territoire, dont l'ampleur est sans précédent depuis 2015. Pour se protéger efficacement face aux attaques terroristes, une toute autre stratégie doit être mise en œuvre. La surenchère sécuritaire ne protège pas, elle affaiblit et fait le jeu des assaillants. Mesures clés. Élaborer une nouvelle stratégie antiterroriste. Instaurer une peine de déchéance des droits civiques en cas de fraude fiscale ou d'activité illicite permettant le financement du terrorisme. Punir les financements de trafic alimentant le terrorisme. Réquisitionner les entreprises qui collaborent avec les agresseurs. Renforcer les moyens humains du renseignement en revenant sur la fusion de la direction de la surveillance du territoire DST et des renseignements généraux RG, et privilégier l'infiltration humaine au mirage du tout technologique. Procéder à l'évaluation des résultats des lois déjà adoptées. Lutter contre l'embrigadement et soutenir les programmes de prise en charge des personnes suspectées. Revenir sur les dispositions liberticides de la loi de 2017 qui normalise l'état d'urgence. Garantir le contrôle par le juge judiciaire des opérations de lutte contre le terrorisme. 15. Les Outre-mer, avant-poste de la République. C'est avec les départements et territoires d'outre-mer que la France est le deuxième territoire maritime mondial. C'est du fait de la Guyane française que la plus longue frontière de notre pays est avec le Brésil. Il s'y trouve également près de 80% de la biodiversité nationale. Ils sont cependant maintenus dans un système de dépendance économique, inégalitaire et générateur de pauvreté. La République doit y faire vivre le principe d'égalité et confier aux Outre-mer des missions d'intérêt général sur les 5 continents. Mesures clés. Un plan général pour instaurer un régime d'excellence pour les Outre-mer. Faire des Outre-mer des territoires pilotes de la planification écologique, énergie, politique maritime, biodiversité. Assurer la continuité territoriale, desserte de services publics à tarifs réglementés, l'interconnexion régionale et le désenclavement intraterritorial, en Guyane notamment. Garantir l'accueil scolaire et la santé publique gratuite pour tous. Engager un plan pluriannuel d'investissement et de développement des services publics, transport, éducation, santé, logement, culture, financé en supprimant les exemptions fiscales ultramarines bénéficiant aux ultra-riches. Distribuer à tous les Outre-mer l'eau courante potable. Favoriser un développement endogène. Circuits courts et coopératives, boucliers douaniers via une taxe kilométrique en faveur des productions locales à faible empreinte écologique, préférence commerciale pour les produits ultramarins vers la métropole et l'Europe, et partenariats commerciaux équilibrés avec les voisins régionaux. Objectif d'autosuffisance alimentaire via l'agriculture paysanne, écologique et des filières agroalimentaires locales. Construire des politiques internationales à partir des Outre-mer, préservation de l'Amazonie, aide aux peuples autochtones menacés par la montée des eaux, soutenir l'engagement des langues et des cultures d'Outre-mer et les mettre en valeur en métropole. Au bien commun. L'exemple de l'accès à l'eau dans les Outre-mer. Dans les départements et territoires d'Outre-mer, les départements et les territoires d'Outre-mer sont laissés dans une situation sociale inacceptable par l'actuel gouvernement. L'égalité doit être assurée sur l'ensemble du territoire de la République. Jean-Hugues Racton, député insoumis de La Réunion, a proposé en décembre 2018 la création d'une commission d'enquête sur l'accès à l'eau potable, sa qualité et ses effets sur la santé dans les Outre-mer. En septembre 2020, Jean-Luc Mélenchon et Clémentine Autain ont ainsi interpellé le gouvernement quant aux coupures d'eau dans les Outre-mer et aux importantes pénuries, notamment en Guadeloupe et en Mayotte. Voilà, pour ce premier cahier. Les autres sont nettement plus épais. Je pense que je ferai sans doute plusieurs parties. Étant donné que là, je pense que j'ai déjà au moins une heure de vidéo là, pour la lecture d'une vingtaine de pages, de 34 pages. Voilà. Merci.